Bonjour à tous. Alors je vais vous présenter le chapitre 10, le principe d'inertie. Ce chapitre fait suite au chapitre précédent sur les actions mécaniques. Il faut avoir compris un petit peu quand même cette notion de force pour pouvoir bien comprendre ce principe d'inertie. Alors, vous avez déjà fait les activités et donc on va reprendre, on va voir un petit peu un résumé sous forme de conclusion de ce que l'on peut retenir de ces activités. Alors tout d'abord, c'est assez évident, lorsque vous avez un objet qui est soumis à une force, qui est par exemple à l'arrêt, il va se mettre en mouvement. C'était l'exemple du chariot. S'il est soumis à une force, il va se mettre en mouvement. Et donc forcément, sa vitesse était nulle au départ, admettons, et elle augmente. D'accord. On a donc, si on voulait représenter sa chronophotographie, au départ on est immobile et puis sa vitesse augmente et donc l'espacement devient de plus en plus important entre les différentes positions. Position 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une accélération tant qu'il y a la force. La force crée une augmentation de la vitesse au moment de la propulsion et on avait vu dans l'activité qu'à partir du moment où il n'y avait plus la force, eh bien la vitesse restait constante. Donc vitesse qui augmente, c'est l'accélération lorsqu'il y a une force qui tire ou qui pousse. Alors, ça pourrait être aussi quelqu'un qui tire le chariot avec une ficelle par exemple, ce serait la même chose. Alors un autre type de force maintenant qui peut faire ralentir cette fois-ci un objet en mouvement, on avait vu avec le palais, c'est la force de frottement. La force de frottement, donc qui est une force qui agit à la surface de contact entre le palais et le sol. Et je peux représenter, bon ce serait mieux avec une règle là ici. C'est une force toujours qui va vers l'arrière, qui s'oppose au mouvement. Alors le sens du mouvement ici c'est dans ce sens-là. Je fais une petite flèche comme ça pour indiquer le sens du mouvement. Sens du mouvement, en tout cas, la force de frottement que l'on peut noter petit f, mais il n'y a pas de notation, on peut écrire ça grand F si on veut. Cette force de frottement là va faire que ça va retenir le palais et sa vitesse va ralentir. Et si on voulait donc représenter un petit peu une chronophotographie, on aurait donc une distance qui deviendrait de plus en plus petite, vous voyez, entre les points. En position 1, 2, 3, 4, etc. D'accord. Donc là, cette force-là de frottement, c'est la cause de ce ralentissement. En physique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les forces sont des causes de changement, sont les causes ici d'une accélération et sont les causes ici d'un ralentissement. Et s'il n'y avait pas cette force, on a vu dans les activités qu'en fait la vitesse reste tout le temps la même, elle reste uniforme. Même si effectivement sur Terre, à chaque fois qu'on jette un objet, il finit par s'arrêter. Mais il s'arrête parce qu'il y a des forces de frottement. L'exemple qu'on avait vu dans le curling sur la glace, moins il y a de force de frottement, c'est-à-dire plus vous balayez, plus ça glisse, plus le palais va loin. Et plus il garde donc sa vitesse. Et donc dans la limite où il n'y a plus de force de frottement, le palais va continuer indéfiniment à avancer avec la même vitesse. Alors évidemment en réalité ce n'est pas possible, il y a toujours des forces de frottement et puis il y a toujours une limite à la glace, il ne peut pas glisser infiniment évidemment. Voyons un autre exemple ici. On a, vous voyez ici une bille qui roule sur mettons un support, une table plane. Donc c'est une vue du dessus, vue du dessus ça. Vue du dessus. Alors cette bille, donc on voit, elle va tout droit au début, et puis ici, on voit clairement que la trajectoire est incurvée. Et pourquoi la trajectoire de ce coup est incurvée? On sent bien que c'est à cause de cet objet-là. Et là, en fait, c'est un aimant. C'est écrit en tout petit, mais c'est un aimant ici. Et c'est une bille en fer, donc, qui est attirée par un aimant.
Elle subit donc une force de la part de cet aimant qui va évidemment, qui l'attire vers elle à chaque moment, ici, là, peut-être là encore, vous voyez, et ce qui fait qu'elle est attirée vers l'aimant et donc la trajectoire s'incurve. Bon, c'est assez évident et intuitif. Par contre, ce qu'il est un peu moins, c'est que finalement la trajectoire avant qu'elle arrive assez proche de l'aimant, avant qu'elle arrive dans la sphère d'influence de l'aimant, si on peut dire, eh bien, on voit que la vitesse était uniforme. Et puis, et en ligne droite. Et ensuite, une fois qu'elle s'éloigne suffisamment de l'aimant, on voit qu'elle retombe sur une vitesse uniforme. D'accord? Donc, il y a juste ici où la trajectoire est modifiée. Et cette trajectoire est modifiée à cause donc d'une force. C'est, vous voyez bien encore, la force qui crée ce changement, qui crée le fait, qui provoque cette déviation du mouvement de la vie vers la droite. Si on se place au-dessus, on va vers la droite là. S'il n'y avait pas l'aimant, elle aurait dû aller tout droit. Il n'y a aucune raison qu'elle aille plutôt vers la gauche ou vers la droite. Elle va aller tout droit. Donc ici, si elle va à droite, c'est qu'il y a eu cette force qui l'y oblige. Et en fait, qui est la cause et qui explique ce changement. Donc vous voyez que les forces toujours expliquent la modification de la trajectoire. Alors on avait vu par ailleurs que en fait il y a quand même des forces, même si on prend le palais par exemple sur la glace et qu'il n'y ait pas de frottement, même si on enlève ce frottement, il y a quand même des forces. Comme on est sur Terre, il y a toujours le poids qui agit, et puis on est sur un support, et donc il y a le support, le sol si vous voulez, qui s'oppose au poids qui retient l'objet. Donc on a le poids qui se représente à partir du centre de gravité ou centre de l'objet, c'est comme on veut, ça dépend des ouvrages, des références d'ouvrages que l'on peut avoir. Donc en tout cas, on représente à peu près au centre de l'objet, et c'est le poids, force vers le bas. Par contre, vous avez la réaction du support, elle se fait, c'est le sol qui retient, et elle se fait à ce niveau de contact, dans la surface de contact entre le sol et l'objet. Et donc, voilà une force, je la décale volontairement, et voilà qui se retrouve à peu près comme ça. On l'appelle souvent R, réaction du sol, mais ce n'est pas une obligation. Ce qui est important ici, c'est que ces deux forces, si l'objet ne bouge pas, enfin, s'il ne monte pas et ne descend pas, elles sont opposées. R est égal à moins P. Alors, je reprends un tout petit peu cet exemple. S'il n'y avait pas de sol, donc il n'y aurait pas de réaction du sol, à ce moment-là, l'objet est dans l'air, suspendu, il ne peut pas rester en l'air, il va tomber. Puisqu'on est sur la Terre, il y a son poids qui l'attire. Vous voyez bien qu'à ce moment-là, il va se mettre en mouvement, et c'est parce qu'il y a son poids. Si on enlève la Terre, il n'y a plus de poids. Plus de poids, plus de réaction, et donc il n'y a plus de force du tout. Donc le mobile ne va pas spécialement, il ne peut pas tomber puisqu'il n'y a plus de Terre. Bon, donc s'il tombe, c'est à cause du poids, et s'il est retenu, c'est à cause de cette réaction, et qui s'oppose au poids qui empêche le mobile de tomber. Et donc on a bien des forces qui se compensent. R égale P. On parle des fois de résultante des forces. La résultante des forces, c'est ce qui en résulte des forces, si vous voulez. Résultante des forces, c'est en fait ici R plus P. C'est la somme des deux forces. Et cette somme, en fait, elle est nulle ici. Vous savez que si en mathématiques on fait la somme des vecteurs, on met les flèches bout à bout. Donc il faudrait mettre le vecteur P, puis après au bout de P on va mettre R, mais comme c'est à la même longueur, on revient au même endroit. Et donc on va dire que la résultante ici des forces est nulle. Voilà. Quel est le résultat des forces? C'est aucune force, si vous voulez. Les forces se compensent, il n'y a aucune force au final. Il ne se passe rien du tout, l'objet ne se met pas en mouvement, il reste sur place, ici, immobile. Alors, a priori, il est immobile. Cependant, on a vu que dans ce cas-là, il pouvait avoir un mouvement rectiligne uniforme
On l'avait vu pour dans les deux cas, dans les deux animations. Lorsqu'il n'y a pas de propulsion et lorsqu'il n'y a pas de force de frottement, on a à ce moment-là une vitesse qui reste constante. Mais on peut aussi rester immobile. Donc c'est ça les deux possibilités. Donc on a ces deux possibilités. On va le repréciser tout à l'heure. Ok, on va peut-être le préciser là, ici. Donc, on a un mouvement uniforme ou, ou aucun mouvement. Ou aucun mouvement. Voilà, c'est les deux possibilités. On peut prendre aussi l'exemple d'un objet qui serait placé très très loin de tous les astres. Hein. Imaginez qu'il n'y ait plus de Terre, plus de Soleil, plus rien du tout, et qu'on jette on soit quand même là, bon, mais on jette une balle. Et à ce moment-là, quel est le mouvement de cette balle? Eh bien, elle va avoir un mouvement, elle va ni aller, si vous voulez, vers la gauche ou vers la droite, puisqu'il n'y a aucune raison qu'elle tourne. Elle ne va pas accélérer, elle ne va pas ralentir, parce qu'il n'y a pas de force de propulsion, ni de force de frottement. Et elle va donc aller tout droit et à vitesse constante. Elle va avoir un mouvement rectiligne uniforme. D'accord? Parce qu'il n'y a aucune raison, encore une fois, qu'elle aille à gauche, à droite. Bon, ça, c'est le principe de physique. Même si on pourrait éventuellement le discuter, on va dire que c'est ce qu'on observe la plupart du temps. En tout cas, c'est ce que vous aviez pu déjà voir un petit peu dans les animations. Euh, Si on prend par exemple le ballon, ici on est sur Terre avec un joueur qui envoie un ballon en face de lui. Alors que va-t-il se passer? Le ballon, cette fois-ci, évidemment, il ne va pas en ligne droite, hein, on n'est pas loin des astres. On sait très bien que ce ballon, il va avoir un mouvement parabolique vers le sol, il va finir par tomber. Ça fait une belle courbe arrondie comme ça qu'on appelle une parabole. On pourrait représenter donc différentes positions. C'est pas vraiment une chronophotographie. Hein. Voilà. En tout cas, pourquoi est-ce que cette trajectoire finalement, pourquoi est-ce qu'il ne va pas tout droit? Eh bien, parce qu'il y a une force qui l'y oblige ici à aller vers le bas, évidemment, c'est le poids. Le ballon est constamment soumis à son poids. Une force donc verticale vers le bas. Je peux le représenter dans chacune des positions. Ce poids ici, cette force ne change pas, elle est tout le temps la même. C'est P égale mg à chaque fois. Voilà. Alors, je l'ai fait un peu de travers. Hein. Attention, elle est bien verticale cette force. Voilà. Et donc cette force qui tire le ballon vers le bas et en même temps, vous voyez, est capable d'incurver sa trajectoire. Et si on enlève le poids, eh bien, le ballon est censé aller en ligne droite, puisqu'il n'a pas de raison d'être dévié vers le bas ici. D'accord? C'est la force qui crée ce changement de direction. Alors, ici, il y a dans cette suite du cours un petit paragraphe un petit peu plus compliqué ici sur justement des cas où c'est pas tout à fait ce qu'on observe, ce qu'on vient de dire. Alors, je vais en parler peut-être un peu tout à l'heure dans un deuxième temps. Il y a aussi cette notion de référentiel galiléen qui est un peu compliquée, mais on va dire toute cette partie-là, vous pouvez la mettre entre parenthèses et même si vous ne la comprenez pas bien, ce n'est pas très très grave. On va juste essayer de retenir là ce qu'on appelle un référentiel galiléen. C'est par exemple une... Alors qu'est-ce qui n'est pas un référentiel galiléen? Je vous rappelle qu'un référentiel, c'est là où se trouve l'observateur qui observe une scène. D'accord? Quand on veut observer une expérience, eh bien, il y a un observateur qui est là, qui filme la scène éventuellement, et donc c'est le référentiel. Si on est dans une voiture qui freine ou qui accélère, on n'est pas dans un référentiel qu'on appelle galiléen, ni un manège qui tourne. Par contre, un train qui a un mouvement rectiligne uniforme, c'est un référentiel galiléen. Si on est dans un train,
et que vous voyez, si vous laissez un verre d'eau sur la table, par exemple, il va rester immobile a priori, sauf s'il y a des secousses, hein, mais en admettant qu'il n'y ait pas trop de secousses, on ne va pas s'apercevoir qu'il roule à la limite. Mais il faut qu'il n'y ait pas de secousses. La Terre aussi est un référentiel galiléen, c'est-à-dire que tout se passe comme on vient de le décrire précédemment, bien qu'elle tourne sur elle-même. Alors c'est un peu comme un manège, la Terre. Mais elle tourne suffisamment lentement pour qu'on ne le ressente pas. D'accord? Il y a certaines expériences qui peuvent le montrer, mais la plupart du temps, on ne s'en aperçoit pas. On peut considérer, donc on est dans un référentiel galiléen, dans lequel on va pouvoir appliquer ce principe d'inertie. Alors j'y reviendrai tout à l'heure. Le principe d'inertie, vous l'avez vu, c'est un corps qui est soumis à des forces qui se compensent et soit immobile ou en mouvement rectiligne uniforme. Les forces qui se compensent, nous, concrètement, c'était par exemple, vous avez un mobile sur le sol, il est soumis à son poids et à la réaction du sol qui se compense. Voilà. Donc on a bien ici un système avec des forces qui se compensent. À ce moment-là, ce principe d'inertie nous dit, il est soit immobile, soit en mouvement rectiligne uniforme. Soit l'objet est posé sur la table, il ne bouge pas, mais il peut être également en mouvement rectiligne uniforme, c'est l'exemple du palais sur la glace. D'accord? S'il n'y a pas de force de frottement, il va aller garder sa vitesse infiniment, il garde un mouvement rectiligne uniforme. Et pour cela, il faut qu'il n'y ait pas de force de frottement. D'accord? Donc c'est quand même une vue idéalisée, puisque sur Terre, on ne peut pas s'affranchir des frottements. La réciproque, en tout cas, du principe est vraie également. Si un corps est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent. D'accord? Donc si vous voyez un corps qui est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, vous pouvez dire les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Hein, c'est la même chose. Ça marche dans les deux sens. Alors, on va voir une petite application juste après. Là, au quatrième mois avant de faire cette application, on avait vu aussi le rôle de la masse dans la première activité. La masse des corps est importante. Plus la masse est importante d'un corps, plus il est difficile de le mettre en mouvement. Évidemment, si vous mettez, c'est beaucoup plus facile de mettre un ballon en mouvement que de mettre une voiture en mouvement. Et ça, c'est dû à la masse, principalement. Donc, une force, oui, pour mettre en mouvement, pour changer la vitesse, mais la masse va s'opposer à ce mouvement, à ce changement de mouvement. Donc c'est toujours pareil. Alors même si vous prenez également ce premier exemple qu'on avait vu dans le cours avec l'aimant, la bille ici est déviée par l'aimant. Plus c'est une grosse bille, plus elle aura du mal à être déviée par l'aimant. Plus c'est une grosse bille, plus la masse est importante. Plus il sera difficile de la dévier. Si vous prenez une énorme boule de fer et que vous mettez un tout petit aimant à côté, elle va être très très peu déviée, on le sent bien. Hein. Donc, oui, parce que cette masse, elle va avoir une grande inertie, on dit. Donc les objets qui ont beaucoup de masse, on dit qu'ils ont beaucoup d'inertie, les principes d'inertie, et là on retrouve un petit peu cette idée-là, ce mot-là. Cette inertie, on entend par là que l'objet veut garder sa vitesse. On ne peut pas l'arrêter comme ça. Plus un objet est lourd, moins il est facile de l'arrêter. Il a une grande inertie. C'est ça l'idée du mot d'inertie. Alors, on va voir maintenant une petite application simple du parachutiste. Alors, on considère ici un parachutiste qui descend verticalement avec une vitesse constante. Le parachutiste, c'est répété ici, descend donc avec un mouvement rectiligne uniforme. Vous voyez, donc il ne fait pas des zigzags, il n'est pas poussé par le vent qui le pousserait de manière sur le côté, etc. C'est donc un cas très particulier puisqu'il descend vraiment verticalement et avec une vitesse constante. Et dans ce cas-là, on est vraiment dans le principe d'inertie, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, d'après le principe d'inertie, et d'après plus précisément sa réciproque,
Si un corps est immobile ou en mouvement rectiligne uniforme, alors les forces qui s'exercent sur lui se compensent. Donc, alors, on est dans ce cas-là. On va y répondre tout à l'heure. D'abord, petit 1, quelles sont les deux forces qui s'exercent sur le parachutiste? Alors, on est sur Terre, comme toujours, il y a le poids P, le poids du parachutiste, hein. Le poids du parachutiste, P. Et il y a le parachute en lui-même, et avec l'air en dessous, qui l'empêche de tomber complètement. On sent bien que donc là ici, le parachute va créer une force. On va appeler ça la force du parachute. La force du parachute. C'est donc en fait grâce à l'air, en fait, c'est la pression de l'air ici dans le parachute. En fait, l'acteur extérieur, c'est plutôt l'air ici, hein, que le parachute en lui-même. Donc on devrait peut-être dire la force de l'air dans le parachute. Vous voyez? Bon, là c'est par souci de simplicité que j'ai mis ça, parce qu'on ne va pas rentrer ici, c'est pas l'étude à proprement parler ici de l'air qui nous intéresse. On va l'appeler F, cette force. Et puis dans tous les cas, en fait, alors on pourrait se demander, est-ce qu'on s'intéresse à l'ensemble bonhomme plus parachute ou est-ce qu'on s'intéresse juste au bonhomme? Alors dans ce cas, ici dans ce niveau de description que j'ai donné, c'est plutôt juste le bonhomme qui est donc soumis à son poids et aux forces, vous voyez, dues au parachute avec les fils là ici, les fils qui sont tendus et qui retiennent le bonhomme. Donc c'est le parachute qui agit sur le bonhomme. Il y a la terre et bien le parachute. Voilà. Alors il y a ces deux forces. Petit 2. D'après le principe d'inertie, que peut-on dire de ces forces? Eh bien on l'a dit, le mouvement est rectiligne uniforme, donc les forces se compensent. On pourrait dire de manière plus générale que la résultante des forces est nulle. Donc, le mouvement est rectiligne uniforme. Donc, les forces se compensent. Les forces se compensent, c'est-à-dire on va avoir F qui sera à l'opposé du poids P. Bien, petit 3, on nous demande de représenter ces forces. Alors, on nous demande sans souci d'échelle. Bon, ceci dit, j'ai donné des valeurs, donc je vais faire un petit calcul. On a le poids, c'est P égale M fois G. La masse étant ici de 80 kg, multiplié par G, 9,8 newtons par kilogramme. Kilogramme par kilogramme, ça va s'en aller, il reste des newtons. Hein. Le poids, c'est une force en newtons. Et on trouve 784 newtons. Et on a, comme on l'a dit, F égale P. Alors attention, en ce qui concerne les valeurs, oh bah je m'aperçois, j'ai décalé. En ce qui concerne les valeurs, donc P égale mg, j'ai remplacé la masse par 80 kg, G c'est l'intensité de la pesanteur 9,8 newtons par kilogramme, et on trouve 784 newtons. On voit ici avec les unités, kilogramme fois newton par kilogramme, il reste des newtons. Et on a F égale P. Alors attention, ici j'ai mis F avec une flèche, F vecteur égale moins P. Ici je n'ai pas mis de flèche, et j'ai pas mis le moins. Ici ça parle des flèches, des vecteurs, et donc le moins il a un sens parce qu'il veut dire que s'il y a un moins, les deux flèches sont de sens opposé. Par contre ici, on parle de la valeur, de la longueur si vous voulez, des vecteurs de l'intensité, et donc il n'y a pas de flèche à mettre dessus, on ne met pas de moins non plus.
Alors si on se donne une échelle, par exemple une échelle de 1 centimètre pour 200 newtons. Alors pourquoi je prends ça? Parce que à peu près ici, on a à peu près 800 newtons, d'accord? 800 newtons, donc si je prends 200 newtons, j'aurai à peu près 4 cm. On cherche donc x centimètres pour 784 newtons, on fait un produit en croix, et on trouve x égale 1 fois 784 divisé par 200, ce qui nous donne x égale environ 3,9 cm. Voilà, alors on n'a plus qu'à tracer les vecteurs. On va le représenter donc à partir du centre G, on va appeler G, centre de gravité en réalité le nom. Et on va tracer le poids avec 3,9 cm. Voilà. Donc ça c'est le poids. On n'oublie pas de marquer vraiment le poids comme ça. Et puis on va avoir la réaction du parachute, enfin la force de l'ensemble des fils, hein, mais je vais représenter qu'une seule force. Et puis par souci de simplicité, je vais la représenter en G également, parce qu'on ne voit pas grand chose. Donc ça fait 3,9 également. Voilà, ça c'est donc la force F. Alors vous voyez donc ici les deux forces qui ont la même longueur, qui s'opposent et donc qui se compensent. Alors ce qu'il faut bien comprendre, hein, et ne pas penser qu'il y a un problème, c'est que du coup les forces se compensent, il n'y a pas de force, mais pour autant le parachutiste descend. Il n'est pas suspendu dans le ciel. Il descend, mais il descend avec tout le temps la même vitesse. D'accord? Il descend. Si maintenant, imaginez qu'on fasse des trous dans le parachute, d'un seul coup il s'abîme, il s'enroule. À ce moment-là, il ne pourra plus retenir autant le parachutiste. Donc la force F, si vous voulez, elle va devenir plus petite, voire nulle, s'il n'y a plus du tout de parachute. À ce moment-là, le parachutiste est soumis à son poids, à une seule force qui n'est pas compensée. Et à ce moment-là, il va tomber de plus en plus vite. Il ne va pas garder sa vitesse. Il va tomber de plus en plus vite. Un objet qui est soumis uniquement à son poids va tomber de plus en plus vite. D'accord? Alors, sauf qu'en réalité, même sans parachute, on a quand même des forces de frottement avec l'air, et ce qui fait que on obtient une vitesse limite également de chute. Mais en tout cas, donc voilà, il faut bien comprendre que ici les forces se compensent, donc la force de frottement, enfin la force du parachute annule l'effet du poids, et donc finalement la vitesse devient constante. Voilà. Bon, je me suis pas mal répété, mais c'est important. Allez, bon courage. Au revoir.